L'idée du livre, elle est venue d'une manière assez biscornue, d'une certaine manière. Je travaille depuis pas mal d'années sur l'histoire des mythes au cinéma, en particulier sur le cinéma bis, c'est-à-dire le cinéma populaire de second rayon, en englobant parfois le cinéma de blockbuster, de grandes productions. Et en rencontrant l'éditeur, la première chose qu'il m'a dit, c'est cet été, j'ai vu quelque chose de très curieux, c'est Transformers numéro 3. C'est très étrange ces films ultra-militaristes américains, très gros budget, mais il y a quand même un message très fort par derrière, et puis on a l'impression que ça brasse quand même des choses très très anciennes qui sont mises au goût du jour. Ça m'a beaucoup perturbé, ça m'a beaucoup étonné. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire sur ce type de cinéma américain? Alors moi, ça m'a fait sourire au premier abord, parce que après avoir travaillé sur de la série Z ou sur Christopher Lee, commencer à travailler sur des blockbusters ou sur Michael Bay, ça me changeait un petit peu. Et puis, mais d'un autre côté, je voyais très bien l'idée. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait bien, les robots, les créatures mécaniques à transformation qui envoyaient quand même à des archétypes très profonds. Le cinéma de l'imaginaire, ça englobe aussi d'autres choses, c'est aussi la science-fiction, c'est les films de super-héros, c'est le péplum, c'est tout ce qui présente un univers second, pour reprendre l'histoire de Tolkien, c'est-à-dire un univers un peu décalé, parallèle, où lequel l'imaginaire se développe. Et si l'imaginaire se développe dans certains films, obligatoirement, ils vont parler de notre monde actuel. Donc voilà, à partir de ces deux éléments, je suis parti d'une hypothèse qui était de se dire, est-ce que ces 10 dernières années, après les attentats du 11 septembre, il n'y aurait pas eu une modification du régime de l'imaginaire dans le cinéma de fantasy au sens large américain? Et je me suis mis, ça c'est la partie agréable du travail d'écrivain, à revoir le plus de films possible en un temps record, de super-héros, de péplum, de science-fiction, de films catastrophes, en prenant cette fois-ci comme hypothèse, cette hypothèse de départ, c'est-à-dire cette grille de lecture, de voir est-ce qu'on pouvait comme ça trouver des éléments concordants, récurrents, de film en film, mais quel que soit le genre. Et à ma grande joie, à mon grand plaisir et aussi à mon grand étonnement, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait de film en film, de genre en genre, à l'intérieur du cinéma de fantaisie au sens large dans le cinéma américain depuis ces 10 dernières années. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le cinéma américain, au niveau idéologique, n'est jamais monolithique. C'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait son côté paradoxal, son côté difficilement cernable parfois, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des films actuellement, ce qu'on va appeler des films vraiment bourrins, c'est-à-dire des films de pure propagande militariste. Le dernier en date, c'est Battlefield, par exemple. Et à côté de ça, il va y avoir des films qui vont être d'une intelligence incroyable, qui vont être beaucoup plus subtils, qui vont développer des thématiques beaucoup plus fortes, beaucoup plus sombres parfois, et beaucoup plus intelligentes. La guerre des mondes de Spielberg, par exemple, qui est un des premiers films authentiquement post-11 septembre, développe un discours qui est d'une richesse extraordinaire, qui commence par le traumatisme du 11 septembre et qui finalement, au fur et à mesure du parcours du père, joué par Tom Cruise, remonte en quelque sorte l'histoire des conflits de l'humanité pour arriver à la Shoah symboliquement et à la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est ça le cinéma américain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une lecture univoque. Certains films, bien sûr, ont une lecture univoque. Quoique, parfois même, il y a des messages subliminaux dont parfois j'ai l'impression que les producteurs, le réalisateur ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Mais en tout cas, il y a toujours une espèce au moins une bipolarisation du cinéma, et c'est ce qui fait la richesse du cinéma hollywoodien. Et c'est ce qui aussi fait que aucun message de pure propagande ne peut passer directement par le cinéma hollywoodien, même si le message idéologique est très fort. Par exemple, si on prend un film comme Battlefield, c'est un des derniers qui est sorti actuellement, et je regrette de ne pas avoir pu le voir au moment du bouclage du livre parce qu'il est passionnant. C'est un film d'invasion. Produit par les mêmes producteurs Hasbro que Transformers. Donc bien sûr, il y a de la machinerie, il y a des vaisseaux spatiaux qui se transforment dans tous les sens, et c'est un pur film d'invasion dans lequel des méchants aliens qui ont eu la mauvaise idée de contacter parce qu'on est, nous, évolués, voulaient prendre contact avec une civilisation extérieure, une très mauvaise idée d'aller voir des étrangers, donc ils nous attaquent, ils veulent nous pulvériser. Bon, ça c'est basique. Maintenant, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est l'endroit où il se passe. C'est un film de bataille navale,
et il se passe à Pearl Harbor, de nos jours, ou dans une année, quoi. Alors, Pearl Harbor, évidemment, c'est pas neutre comme endroit, surtout que l'on sait maintenant que dans l'inconscient collectif américain, les attentats du 11 septembre ont eu un impact au moins aussi fort que celui de Pearl Harbor. C'est celui qui a le plus grand impact. Même l'assassinat de Kennedy n'a pas eu l'impact du 11 septembre. Donc, aujourd'hui, si on évoque dans un film de fiction Pearl Harbor, il faut comprendre 11 septembre. Alors, on relie le film avec cette notion et on voit d'abord que, par exemple, les Américains commencent par perdre à Pearl Harbor contre les Japonais. Dans le film Battlefield, enfin, ils perdent au football, dans un match amical, parce que c'est une espèce de bataille navale interalliée. Et puis ensuite, la véritable invasion commence et au bout du compte, le héros va gagner la bataille en réquisitionnant le Missouri, c'est-à-dire le navire de guerre sur lequel a été signée la capitulation de 1945. Donc c'est fantastique parce que d'un pur film d'invasion, propagande à la Navy, on fait d'un seul coup un rappel de l'histoire des États-Unis dans lequel on nous montre que voilà, il y a eu des blessures, mais en 1945 on a gagné contre l'axe du mal, c'était le Japon à l'époque, et puis de nouveau on va gagner par une sorte de jeu métaphorique, on rejoue Pearl Harbor et voilà, les Américains vont de nouveau gagner. C'est là pour le coup quelque chose qui dépasse la simple propagande militariste. Ça veut dire que c'est un film qui rejoue l'histoire contemporaine de son pays d'une manière très, très basique, mais parfois je me demande s'ils ont vraiment pensé à tout ça quand ils ont produit le film. Le gag de prendre le Missouri, qui est un navire musée maintenant, en prenant les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale qui servent encore sur place pour combattre les aliens, c'est une idée extraordinaire. Au passage, on notera que dans le cinéma contemporain aux États-Unis, on parle tout le temps de la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre de référence maintenant, et qu'il y a une occultation complète du Vietnam. On ne parle plus du tout du Vietnam. La Seconde Guerre mondiale, c'est la dernière guerre que les Américains ont gagnée.